Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de recevoir Laurence Fischer pour le 33e épisode de Fortitude. Laurence Fischer est l'une des championnes les plus titrées du karaté français. 11 fois championne de France, 7 fois championne d'Europe et 3 fois championne du monde. Même si ce palmarès est remarquable et en dit long sur le caractère de Laurence, ce n'est pas pour sa carrière sportive que j'ai souhaité la recevoir sur Fortitude. Laurence Fischer a fondé l'association Fight for Dignity, laquelle permet aux femmes victimes de violences, notamment sexuelles, de se reconstruire et de retrouver confiance en elles grâce à la pratique sportive. L'idée que la pratique d'un sport, et là en l'occurrence le karaté, puisse permettre aux victimes de se reconstruire lui est venue au cours de son parcours humanitaire et associatif qu'il a notamment conduit en Afghanistan ou au Congo. En effet, Laurence a fait le constat que si les victimes de violences pouvaient être prises en charge médicalement et psychologiquement, elles ne l'étaient presque jamais d'un point de vue strictement corporel. Rien ne leur est proposé pour reprendre possession de leur corps. Or, c'est précisément de leur corps dont elles ont été dépossédées, donnant le plus souvent lieu à des phénomènes de dissociation, source de nombreuses difficultés. Laurence a donc développé une pratique très spécifique du karaté, intégrée dans un parcours de soins complet qui associe un accompagnement médical et psychologique et qui permet aux survivantes, comme elle les appelle si justement, d'extérioriser leurs blessures et progressivement de retrouver une forme d'acceptation de leur corps qui est indispensable à leur reconstruction. Il est passionnant de comprendre, grâce à ce témoignage, comment la mise en mouvement du corps constitue ainsi un élément essentiel de la résilience. À l'image de l'épisode précédent, mon entretien avec Laurence vous apportera de nombreux enseignements et éclairages sur le fonctionnement de la résilience et les différents curseurs sur lesquels chacun peut agir pour faire face à l'adversité. Certainement que cet échange vous alertera aussi sur l'importance du fléau des violences faites aux femmes, que ce soit dans les zones de guerre, mais aussi dans notre société. On croirait entendre parler de pratiques barbares propres au Moyen-Âge, mais il s'agit bien du quotidien de milliers et de milliers de femmes dans le monde entier. Et certainement que cet échange vous alertera aussi sur l'importance du fléau des violences faites aux femmes, que ce soit dans les zones de guerre, mais aussi dans notre société. On croirait entendre parler de pratiques barbares propres au Moyen-Âge, mais il s'agit bien du quotidien de milliers de femmes dans le monde, mais aussi en France. Alors n'hésitez pas à vous engager et à soutenir le combat de Laurence au travers de Fight for Dignity, en partageant cet épisode, en parlant de l'association et bien entendu en lui adressant vos dons. Laurence Fischer, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à ce nouvel épisode de Fortitude. Je suis bien évidemment très honoré de vous recevoir puisque vous êtes la karatéka la plus titrée en combat de France, c'est bien ça? Je ne sais pas en fait, c'est le C'est ce nombre que de j'ai titres. lu, hein, c'est ce que j'ai lu dans la presse. J'ai lu que vous étiez Mmh. la plus titrée. Alors en tout cas, vous l'avez été forcément à une époque, puisque vous avez été 11 fois championne de France, 7 fois championne d'Europe et triple championne du monde. C'est bien Oui, ça? c'est ça, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est, Alexandra Recchia, qui a été, quintuple championne du monde quand même. Mais ce n'est bien évidemment pas que pour cette raison que j'ai souhaité qu'on ait cet échange aujourd'hui. On va y venir puisque vous êtes depuis un certain nombre d'années très impliqué dans le monde humanitaire, dans le monde associatif, notamment auprès des femmes. Et vous avez notamment lancé en 2017 une organisation qui s'appelle Fight for Dignity. C'est une organisation, vous allez nous l'expliquer, mais qui a une approche très particulière pour soutenir les femmes victimes de violences en leur offrant la possibilité de faire du sport et plus particulièrement du karaté. Et c'est pas forcément limité au karaté, mais en tout cas, par cet axe-là, vous cherchez à les aider à se reconstruire par le mouvement, par l'activité sportive. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez effectivement nous raconter en quelques mots votre parcours? Je sais que vous avez découvert le karaté assez jeune, je crois vers 11-12 ans, c'est ça? Oui, Sous l'influence de votre père, me c'est semble-t-il? ça, Et absolument. et Vous êtes vous bien avez informés. Et vous avez on retrouve de tout maintenant, mais bon après ceci dit, c'est toujours compliqué de vérifier les sources, donc je préfère toujours vérifier auprès de mes invités que ce que j'ai lu est exact. Alors Les pourquoi le titres, karaté? bah, mon père pratiquait, Oui, donc j'avais commencé à l'âge de 6 ans dans le même club, ça m'avait pas plu. Je trouvais ça trop difficile, en étant, quand même quelqu'un d'assez, sensible et introverti, et puis les revenus, quand voyant que, bah, en fait, j'étais toujours, très sensible et toujours aussi,
peu expressive en tout cas. Voilà, j'y suis retournée à l'âge de 12 ans et il était d'ailleurs à ce moment-là en train de préparer ses examens pour être enseignant lui-même. Comment on concilie, le fait d'être sensible, réservé, introverti comme vous dites, avec un sport comme le karaté? On pleure. Donc j'ai beaucoup pleuré. On met à mal sa sensibilité, c'est ça? Je sais pas, enfin, si c'est, la mettre à mal, mais, c'était un moyen d'expression extraordinaire, en étant, inclus, reconnu, dans le cadre de l'entraînement et puis, voilà, j'étais pas non plus, dans une approche, de compétition à tout prix. J'étais plutôt, je me laissais prendre par le mouvement du collectif, d'aller tous ensemble le week-end faire de la compétition aussi. Voilà, c'était un petit peu mon univers, parce qu'à côté de cela, l'école où j'étais quand même assez en difficulté, je m'isolais pas mal, j'étais pas enfin je m'isolais parce que j'avais pas forcément la volonté d'aller vers les autres et de m'exprimer, j'étais pas populaire. Mmh, entendu. Je faisais partie de ces enfants, moins enfants, mais Et même ado. enfants. Voilà, pré-ado, j'étais plutôt, j'étais bien heureuse que qu'on ne me pose pas de questions, que parce que j'étais pas très à l'aise. Le milieu du karaté me permettait, de faire partie d'une tribu, hein, enfin, on venait, c'était très joyeux, au contraire, c'était un moyen pour, on est tous enfin, c'était un peu ça rejoint les valeurs, hein, on est tous en kimono, il y a pas de l'expression, elle se fait directement par l'action et on n'a pas besoin de se parler, en fait. Ce sont les corps qui parlent, donc ça m'allait bien et puis il y avait, je pouvais aussi, m'épanouir parce qu'il y avait, un moyen de enfin, il y avait un degré d'exigence, dans la pratique qui m'allait bien. Du coup, vous avez poursuivi vos études tout en pratiquant le karaté à haut niveau. Est-ce que vous avez décidé d'en faire votre carrière? Comment le choix s'est imposé à vous? Comment vous l'avez géré? Et ça se passait pas bien à l'école. J'avais pas de bons résultats, je m'ennuyais, enfin, j'ai parce que, enfin, voilà, j'étais totalement, concentrée, passionnée par la pratique du karaté. C'est plusieurs fois le bac, j'ai arrêté et j'ai arrêté mes études, après un 2 d'anglais et j'ai décidé de travailler, pour, pouvoir me consacrer pleinement, à la pratique du karaté. Premier emploi à la ville de Marseille, je travaillais au service des sports de la ville de Marseille. J'étais pas pleinement épanouie professionnellement. Je me suis dit, et en fait, j'avais la soif d'apprendre, et donc en faisant de belles rencontres, de personnes aussi qui m'ont encouragée à reprendre mes études. J'ai passé donc le concours à 28 ans de de l'ESSEC mais aussi de l'ESCP, parce qu'il y avait aussi un concours réservé à athlètes. J'ai échoué l'ESCP, donc c'est donc une grande école de commerce à Paris, et j'ai réussi, l'ESSEC en AST, m'a mis sur titre et à 28 ans, donc j'avais déjà tout gagné et c'était pour moi, le moyen aussi de préparer, l'après-carrière, et puis en même temps de contredire les préjugés, ou les qu'on a sur le sportif de haut niveau. À partir de 2003, je crois, vous vous engagez, dans ce que je vais appeler, pardon si c'est un peu caricatural, mais, l'humanitaire, et vous vous engagez notamment aux côtés de Play International, qui avant Mmh. s'appelait Sport sans frontières, et vous faites vos premières missions humanitaires en France, dans le monde entier, et notamment en Afghanistan. Comment vous êtes arrivé à cet engagement-là? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti dans cette voie-là? Et ensuite, comment ça s'est passé? Puisque bien évidemment, ça va avoir une influence très forte sur ce que vous faites aujourd'hui. En arrivant à Paris, j'avais pas de job, j'étais obligatoirement, je devais, travailler en plus de m'entraîner à l'INSEP. Je réussis le concours ESSEC, donc Cergy-Pontoise. Ceux qui connaissent, on est en banlieue parisienne. L'INSEP, c'est à l'opposé, c'est dans le bois de Vincennes.
Et il fallait que je travaille. Et où est-ce que je travaille? La fondation NJ, qui à l'époque s'appelait Gaz de France, et où un des axes, de manière tout à fait précurseur, était l'éducation. Et là, je suis embauchée, en plus de mes études et en plus de mes entraînements. Et c'est là que j'ai rencontré Sport sans frontières, où quand ils ont ouvert la mission en Afghanistan, la personne qui a ouvert la mission était karatéka. Et donc, naturel, voilà, ça s'est fait. Et dans le cadre de la fin de mon cursus ESSEC, qui comprend un travail une partie à l'international, j'ai décidé de passer un mois à Kaboul. J'étais encore athlète et de contribuer au programme de Sport sans frontières et en même temps j'ai entraîné la première équipe nationale. Donc on est en 2005, post-Liban. Le mois passé à Kaboul a été, enfin ça a été pas une révélation, mais et pourtant on voyage quand on est athlète, hein, mais là ça a été, enfin il y a deux choses qui sont venues à l'esprit. C'est un, je ne sais pas ce qu'est la guerre, je ne sais pas ce qu'est la guerre, donc j'en voyais vraiment les conséquences des décennies à l'échelle bon, de la capitale Kaboul, hein, quand même, mais des conséquences sur la population. Et je réalisais aussi le fait qu'être femme et la liberté d'être soi-même en étant femme n'existait pas dans ce pays. Mais ça a été vraiment une expérience sans précédent. On s'est dit, ben, on va faire venir et faire témoigner les petites à l'occasion d'une compétition internationale à Paris. Et là, d'un coup, c'était assez étonnant parce qu'il y a eu un intérêt énorme sur l'idée. Ça a eu un impact aussi sur ma prise de conscience et ma volonté de travailler spécifiquement sur les femmes et les enfants, c'était aussi des jeunes, des mineurs. Hein. Ça a été un facteur déclenchant. Et puis après, j'ai fait beaucoup d'autres missions en France à travers le programme de Play. Donc, je suis encore marraine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes aussi qui ont pu vivre des expériences exceptionnelles grâce à cette ONG. Moi, bien évidemment, je reviens sur les étapes un peu saillantes de votre parcours, saillantes en ce qu'elles ont eu un impact sur le chemin que vous avez pris euh, et la nature de vos engagements. Donc, effectivement, on a compris qu'il y a eu un élément déclencheur en Afghanistan. Il y a eu vraiment une prise de conscience par rapport au rôle que vous pouviez jouer, ce que vous pouviez apporter auprès des jeunes femmes et des jeunes filles. Et puis, il y a cette étape aussi de la Fondation Panzi et de votre engagement en République démocratique du Congo, c'est ça? À partir Absolument, de 2014, absolument. où là, c'est aussi une étape assez majeure dans votre parcours, puisque vous étiez auprès des femmes victimes de viols de guerre, Oui, et toujours avec la même approche, qui est une approche sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête un peu plus précisément, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas faire d'amalgame, c'est-à-dire que vous êtes karatéka, vous apportez une dimension sportive, mais l'idée n'est pas de faire l'amalgame avec le fait que c'est un sport de combat et que donc ce serait un moyen d'apprendre aux femmes uniquement à se défendre, par exemple. Vous me dites si je me trompe, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, vous allez l'expliquer, c'est avant tout le sport. Il s'avère que vous, c'est le karaté, bien évidemment, et assez logiquement. Comment est né finalement ce constat, cette réalisation que pour une femme qui a subi des atteintes psychologiques et physiques, l'activité sportive, la reprise de possession de son corps, mais la mise en mouvement de son corps, a un effet bénéfique et que donc, du coup, vous êtes engagé dans cette voie-là et plus spécifiquement au Congo, comment ça s'est passé? au Quai Branly avait lieu le Forum mondial des femmes francophones en 2013. Et là intervient le docteur Denis Mukwege qui fut, enfin qui est, pardon, depuis en 2018 co-prix Nobel de la paix avec Nadia Mourad. Et donc 2014, il témoigne de son travail de chirurgien, gynécologue chirurgien, puisque comme vous l'avez dit, le viol est utilisé comme arme de guerre. Où depuis 1999, il opère des milliers de femmes, donc qui ont toutes leurs parties génitales perforées suite au viol, enfin, aux violences barbares. On peut pas, c'est
pas comment qualifier ce fait. Et je suis vraiment extrêmement touchée par son témoignage, où il a même risqué sa vie. Il y a eu une tentative d'assassinat quand il a mobilisé la communauté internationale pour qu'elle intervienne sur ce qui se produit et qui se produit encore dans son pays et la région Kivu en particulier. Et je me suis dit, je venais de faire le marathon au Burundi, qui est le pays frontalier au Congo et à Bukavu, là où il travaille. Et le constat que j'ai fait, enfin, que vous avez évoqué, c'est que quand je suis arrivée de manière, j'y suis allée avec cette expérience, avec l'expérience que j'avais, évidemment d'experte du sport de karaté, mais aussi j'y suis allée de manière assez intuitive, avec beaucoup de cœur et de volonté, de rencontrer les survivantes et de me dire, voilà, de quelle manière on peut aussi être utile, comment je peux participer à leur reconstruction. Qu'a fait le docteur, il a été tout à fait précurseur en 2008. Il crée une structure Maison Dorcas, Fondation pour une Maison Dorcas, et il travaille sur 4 piliers. Parce qu'en fait, quand il opère ces femmes, là, ça ne suffit pas. Parce que elles sont stigmatisées, rejetées. L'opération chirurgicale n'a pas fonctionné, donc elles sont toujours pipi sur elles, par exemple. Psychologiquement, c'est très compliqué du fait de l'état traumatique et elles sont ou orphelines, elles ont le sida, elles sont dans des conditions terribles dans leur capacité à être dans leur pays, dans la région. Et donc, il met en place un accompagnement holistique, 4 piliers donc, mais juridique, parce que l'impunité est présente, donc les prédateurs agresseurs sont partout. Il n'y a pas de finissement en prison. Médical, post-opératoire, psychologique. Bon, et là, le constat que j'ai fait en allant, c'est et le corps. Il n'y avait pas. Et pourtant, c'était déjà très innovant. Mais il y avait la réparation chirurgicale. Oui, oui. Physiquement, il se passe deux choses. Il y a un, le viol, qui se produit de manière barbare, et deux, l'opération chirurgicale. Donc on répare les parties perforées et ensuite la survivante, physiquement, il n'y a plus rien et dans son rapport à son corps, hem, il n'y a rien ne lui est proposé. Donc en fait, Ça ce que veut vous dire dites, pardon, c'est oui? assez historiquement et logiquement, au-delà de la prise en charge chirurgicale des blessures, Mmh. des plaies, de la réparation mécanique, il y a l'accompagnement psychologique, Oui, mais ce qui manquait, c'est l'accompagnement physique, absolument, au-delà de la simple réparation. absolument. C'est comme si en fait, on dissocie, l'impact, enfin le traumatisme qui est né d'une agression physique et on ne donnait une réponse, ce qui est le cas, majoritairement, qu'une réponse psychologique. Enfin, en tout cas, d'avoir identifié une problématique enfin, des conséquences psychologiques. Alors que oui, effectivement, dans ce cas-là, nous, moi, je me dis: «Mais ne dissocions pas sa capacité de résilience à du corps, en fait». C'est ça qui me choque, en fait, c'est de me dire: «Mais ce trauma psychologique identifié est arrivé par le corps, mais on fait rien derrière par le corps». Et on fait de l'activité physique adaptée, à la rémission cancer. Voilà, comment est-ce que à des maladies chroniques, mettre le corps en mouvement quand on est obèse ou quand on a subi, un traitement, on parle bien d'une situation corporelle, on parle bien de son corps, on parle d'un problème qui, à un moment donné, de nos cellules, enfin, Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que c'est une vraie lacune bien de sûr, la prise en charge et du parcours de soins, alors que quand on vous écoute, et en fait, c'est du bon sens. On ne peut pas absolument, traiter que le psychologique. Tout ça est interconnecté. absolument. Tout est Et nécessaire, mais rien n'est suffisant. c'est ça. Je veux être sûr de bien comprendre, parce que tout à l'heure, vous expliquiez que par rapport aux réactions post-traumatiques, de ces femmes,
Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je trouve remarquable le fait que vous utilisiez non pas le terme de victime, mais le terme de survivante. Ce qui déjà en soi, je pense que rien que d'un point de vue étymologique et de langage change toute la donne. Mais peut-être qu'on y reviendra. Mmh. Vous expliquez qu'il y a, parmi les manifestations post-traumatiques, il y a, finalement une forme de dissociation entre la personne et son corps. Vous avez, des phénomènes d'anorexie, vous avez, une hypersexualité, vous avez, donc on voit bien qu'il y a finalement comme un éloignement de la personne ou une perte de contrôle de la personne vis-à-vis de son corps. Oui, exactement. Ça Si, oui, je fais un parallèle avec, la manière dont on peut traiter des syndromes post-traumatiques d'un point de vue uniquement psychologique, on a déjà beaucoup parlé sur le podcast du protocole 6C, le protocole israélien qui permet la prise en charge justement, psychologique des victimes d'accidents, d'attentats ou des témoins d'accidents ou d'attentats, par une approche cognitive qui vise à les mettre dans l'action. Puisqu'il a été montré que l'installation du syndrome, ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, il provient notamment, d'une réaction, qui consiste à se sentir impuissant. Le syndrome trouve en grande partie sa source dans le sentiment d'impuissance. Et donc c'est pour ça que dans le cadre du protocole 6C, on va demander par exemple à un témoin d'un accident, de faire des petites choses qui peuvent paraître, très simples ou anecdotiques, mais qui en réalité vont faire appel à vraiment la fonction cognitive de son cerveau et qui vont finalement lui redonner, pouvoir d'action et de direction qui va limiter l'installation d'un syndrome post-traumatique et d'un traumatisme. D'accord? Et donc si on fait ce parallèle avec ce que vous expliquez et les manifestations post-traumatique, chez ces jeunes femmes, il y a une forme de dépossession là aussi, heu, peut-être pas de la partie cognitive, mais de la partie purement physique et finalement en redonnant un pouvoir d'action aux survivantes à travers le sport, c'est finalement la même mécanique que le protocole 6C d'un point de vue cognitif. C'est-à-dire on remet la personne dans l'action, sauf qu'on axe véritablement sur la reprise de possession du corps, pour éviter oui, finalement des phénomènes de dissociation. absolument. Cette démarche, elle est applicable d'un point de vue général, mais celle que vous mettez en œuvre n'est pas destinée à tout le monde. Elle est destinée aux survivantes, aux femmes Non, victimes de violences, sexuelles ou pas d'ailleurs. oui. Comment concrètement ça se passe? Comment vous procédez? Dérouler peut-être, je sais pas. Pas une je j'ai pas envie de dire ça comme ça, je trouve ça trop impersonnel, mais une expérience, un peu type, enfin, vous rencontrez une femme pour la première fois, mais quelle est la méthode véritablement? Oui, c'est vous faites bien de le dire parce qu'effectivement, il y a une méthode, en tout cas, il y a une approche pédagogique adaptée. C'est important de bien s comprendre que c'est dans un cadre d'un parcours de soins et que c'est une prise en charge globale de patiente. Ça veut dire que, aujourd'hui, il y a un protocole, ça veut dire que la femme qui vient va exprimer une fois pourquoi elle est là et quels sont ses besoins et elle va avoir ce parcours, et que si elle a besoin d'un psychologue qui est sur place on travaille dans les maisons des femmes qui aujourd'hui se développent donc on est dans c'est des structures qui sont accolées aux hôpitaux. On est aussi dans une structure similaire qui est Women and Children Safe à Saint-Germain-en-Laye. Globalement, la majorité de nos structures, ce sont des maisons des femmes. Donc la patiente vient et en fonction de ses besoins, elle sera orientée et ça, c'est fondamental et ça va être en fonction de ce qu'elle a de là où elle en est, à un moment donné, un des pert une personne, expert médical va lui recommander la pratique du karaté adapté et donc quand elle vient à l'atelier qui est hebdomadaire, l'enseignante qui est diplômée d'État, qui est donc diplômée en karaté, a suivi une formation Fight for Dignity où elle est formée aux spécificités, psychotraumatiques
et à la déconstruction de la manière dont elle apprend ou dont on peut enseigner en club pour l'adapter aux bénéficiaires survivantes. Ça veut dire que l'approche, on travaille beaucoup sur une approche pédagogique adaptée aux symptômes, des problèmes de mémoire, problèmes de concentration qui sont liés aux violences subies, soit les violences conjugales, qui de toute façon à un moment donné il y a viol. Hein. On ne peut pas avoir envie de faire l'amour avec quelqu'un qui en même temps, nous, en même temps vous vivez dans un climat de peur en permanence. Donc si je pense pas qu'il y ait une réelle envie d'avoir une relation sexuelle épanouie quand on est aussi battu, frappé par son conjoint ou son mari. Donc, il y a du fait donc, des problématiques, je prends cet exemple-là, de mémoire, et de concentration. La manière dont on on enseigne, lors des ateliers des séances, on fait systématiquement la même chose. Parce que la patiente est aussi, dans un travail avec son psychologue, elle est en travail, donc elle est peut-être aussi même, à la fois c'est un peu à la fois elle va mieux, mais en même temps elle est peut-être un peu plus vulnérable parce elle est en travail, et donc le fait de faire la même chose, ça lui donne des repères et elle se voit aussi évoluer. On est dans l'empathie, dans la bienveillance, on fait tout ce qu'on fait est extrêmement accessible et la partie karaté sur la durée de la séance, qui dure 1 heure et demie. Le karaté, c'est pas grand-chose. On s'appuie évidemment sur son ingénierie, donc on fait des techniques on fait des tsuki, on fait des coups de poing, on fait quelques coups de pied. À un moment donné, on peut apprendre un kata et en fonction on a un turnover qui est aussi important. Les patientes, ont d'abord aussi à gérer leurs droits fondamentaux. Donc, au Congo, à Panzi, elles ont aussi à gérer, souvent l'enfant issu du viol. Des fois, elles ont à l'école ou des fois, elles vont pas bien. Enfin bon, il y a un turnover, il y a pas une fréquence, régulière. Donc, globalement, on travaille avec maximum 10-12 patientes et c'est un travail de dentelle. Tout ce qu'on fait est accessible. Il n'y a rien qui peut les mettre en difficulté et on travaille aussi beaucoup, beaucoup sur le bassin. Notre cœur de travail, sur l'ensemble de la séance, début à la fin, c'est le bassin. Voilà, ça c'est peut-être, une des spécificités, dans la reconnexion. On se base sur ce qui est central pour tous, en fait. En France, par exemple, on peut avoir, on a des survivantes, bon, je l'ai dit, violences conjugales, ça peut être, pédocriminalité, voilà, on travaille qu'avec pour l'instant, on travaille qu'avec des majeurs, hein, des femmes. On a des femmes qui ont fait le parcours migratoire. On a des femmes qui ont subi des mutilations génitales. Donc vous voyez, c'est des profils différents, mais à chaque fois on a donc on travaille beaucoup sur, le périnée et les 2 grands autres axes, c'est la respiration. Ça fait partie des difficultés pour les femmes d'avoir, une aisance, respiratoire et aussi sur des douleurs physiques et à partir de là, on a choisi des exercices que j'ai, évidemment, partagés. Je les ai partagés avec des experts, voilà, pour s'assurer que l'approche, périnéale est adaptée, au profil des patientes. Il peut arriver que sur une séance, une patiente, se décharge, donc elle peut pleurer. On a toujours une bénévole, qui accompagne l'enseignante pour pouvoir l'accueillir et puis voilà, elle a cette liberté de faire ou de ne pas faire et voilà, on essaie au maximum de faire que sur ce temps qu'elle s'accorde à à mettre son corps, en mouvement avec une pratique adaptée du karaté, ça lui fasse du bien et elle se reconnecte. Qui moi m'intéresse et me fait beaucoup réfléchir quand je vous écoute, c'est bien évidemment la thématique récurrente de Fortitude, hein, et vous avez utilisé cette expression à plusieurs reprises, les sources de la résilience. Il y en a pas qu'une, elles sont nombreuses
et elles sont surtout variées d'une personne à l'autre et d'une situation à l'autre. Oui, Après, c'est une tendance très humaine, de vouloir essayer de rationaliser, de créer, c'est volontairement un petit peu provocateur, mais des modes d'emploi et c'est vrai que au gré de tous les échanges que j'ai sur Fortitude avec les profils très variés que j'ai eu la chance de recevoir, j'œuvre à essayer d'identifier finalement, des points communs, des ressorts, qui seraient partagés, voilà, de compléter la trousse à outils, de la résilience parce qu'on en a bien évidemment tous besoin à des degrés différents, à des moments différents de nos vies. oui, Mais, je ne crois pas qu'il existe une seule personne, qui ait vécu sur cette terre, qui n'ait pas fait face à l'adversité d'une manière ou d'une autre et qui donc n'ait pas eu besoin de faire appel à de la résilience ou peut-être parfois qui en a manqué. Et donc, je vous écoute attentivement et c'est vrai que j'essaye de rentrer un peu dans le détail pour essayer de visualiser comment les choses se passent, pour, comprendre le lien entre la spécificité du trauma qui concerne les personnes dont vous vous occupez, donc des femmes victimes de violences et de violences sexuelles, donc que moi j'associe à une dépossession de son corps et votre activité qui, par nature, est une reprise de possession du corps par l'action. Il y a un mouvement ouais, et celui c'est du un mouvement corps, qui est décidé par la survivante, absolument. qui est bien évidemment un élément important, j'imagine, Son dans la mécanique. Tout à fait. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui vous avez suffisamment de recul et d'expérience pour apprécier si ce sont des processus qui produisent des résultats? Quand je dis résultats, attention, hein, j'assimile pas ça à obligation de résultat, hein, je parle d'évolution positive, on va dire, plutôt que de résultats. À un rythme assez rapide ou bien, c'est des choses qui sont, extrêmement lentes et inscrites dans la durée? Pourquoi je pose cette question? Parce que, notamment si on rebascule de l'autre côté, qui finalement est plus familier, qui est celui de l'accompagnement psychologique, on sait bien que si par exemple, il y a des travaux de psychanalyse qui peuvent porter des fruits, en général, c'est sur un temps long. L'hypnose, par exemple, produit des résultats sur un temps qui est beaucoup plus court, beaucoup plus rapide. Et donc, du coup, ma question, c'est votre expérience de la reconstruction par le sport vous conduit à penser que, ou à constater que c'est plutôt quelque chose de rapide, ou c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long? Ça rejoint la capacité de résilience et comme nous sommes, tous uniques, et que le traumatisme est arrivé de manière tout à fait, heu, différente, d'une personne à une autre, il est c'est difficile de pouvoir, penser que ça se fera, dans le même temps pour tout le monde. C'est pas possible, d'abord. Ensuite, on a une de nos marraines, de fight, c'est Norma Bastidas et Norma, elle est mexico-canadienne, elle a été violée, dans le cartel par son oncle dans le cartel, Mexico et elle est devenue esclave sexuelle au Japon et elle s'en est sortie en devenant une athlète de l'ultra, notamment en faisant, Cancun, Washington DC, en triathlon, enfin en Ironman. Enfin, je ne sais même pas comment qualifier parce que c'est même plus l'Ironman, mais en fait en Oui, pratiquant les 3 c'est un disciplines. ultra Ironman, non? Ultra, ouais, je crois que c'est ça. Non, mais ça existe, je ne sais Après pas si c'est le bon ouais, terme, mais je sais qu'il y a bah, encore c'est ça, quelque chose au-dessus de l'Ironman. Il y a le super Ironman où toutes les distances sont multipliées, je ne sais plus, par 2 ou enfin, c'est plus un marathon qu'on court, c'est 100 kilomètres, enfin bon, bref. c'est ça. C'est ce qu'elle a fait, et ça fait peut-être, 15 ans qu'elle l'a fait. Elle a été une des premières à témoigner de justement de sa situation d'esclave sexuelle et de ce qu'elle a subi et donc ce que je veux dire, c'est qu'elle s'en est sortie par le sport de l'extrême. Il y a 4-5 ans, elle s'était fracturé le tibia et elle a fait une rechute, extraordinaire. Ah, ce que vous voulez dire, c'est qu'elle s'est blessée dans le cadre de son activité sportive Oui et et c'est que elle a ça a pas entraîné une rechute généralisée et notamment abd psychologique par rapport à ses absolument, traumas?
Absolument. Merci pour la traduction. Comme ça. Exactement. Exactement. Je prends l'exemple de Norma parce que et donc c'est une femme forte, c'est une femme d'exception. Encore une fois, quand on emploie le terme de survivante, ça veut dire que en temps normal, ce qu'elle a subi, moi, franchement, je suis même pas sûre d'y survivre. Laurence, une question quand même qui me paraît importante de poser, et je suis sûr que ceux qui nous écoutent se la posent. Est-ce qu'il y a, comment vous gérez l'apparente, je dis bien l'apparente, hein, contradiction entre l'exercice d'un sport qui repose justement sur l'opposition, sur la confrontation, sur le Mmh. combat, avec la situation de ces femmes qui précisément ont subi des violences? Comment ça s'articule? Comment ça se gère et en quoi c'est pas finalement incompatible? Est-ce que, voilà, le fait d'être, entre guillemets «brutalisé», heu, dans l'exercice du karaté, parce que ça reste quand même un sport brutal, ne va pas, justement réveiller, le trauma ou en tout cas, conforter son installation? Comment ça se gère? Comment ça s'articule? Je qualifierais pas le karaté de sport brutal, parce qu'il y a une approche pédagogique. On est sur du savoir-faire, sur un savoir-être. Il y a un protocole, dans la séance, même global. Même si vous allez dans un club, un enseignant qui est brutal, il faut qu'il arrête. C'est pas Je sais pas si ça peut plutôt engendrer de la peur et de l'appréhension, de la part de ses élèves. À l'échelle, des séances qu'on propose aux patientes, je parlerais plutôt d'agressivité. C'est comment est-ce qu'on s'accorde, comment la patiente, s'autorise à se décharger, d'émotions telles que de la colère à un moment donné, d'émotions négatives, et peut-être même, une forme d'agressivité qui est liée à la honte et à la culpabilité ou tout ce temps où elle a subi, où elle a pas agi. La pédagogie est fondamentale dans l'approche, vis-à-vis de la patiente, de la survivante. La notion du toucher, par exemple, notre approche, alors on est dans le duo et c'est assez important aussi de faire ce travail et d'avoir en miroir une autre patiente et en fait, elles ne sont pas obligées de faire. Par exemple, là, il y a une certaine distance, naturelle, par le duel qui fait qu'au départ, sur des exercices, sur la première partie où on fait un travail d'identification du corps, il y a des exercices où on va se toucher et on leur dit: «Vous n'êtes pas obligés de le faire» et donc c'est très progressif et en fait, on leur donne un cadre. C'est un cadre extrêmement bienveillant qui fait que la technique de coup de poing, elle est amenée, progressivement pas face à leurs partenaires, aux autres femmes partenaires. C'est un travail d'introspection. On va le faire, en poussant un cri, c'est le kiai, faire sortir son énergie. On met un on leur propose de faire l'activité dans un cadre et où, à aucun moment, cette notion, d'agressivité, qu'on peut retrouver dans le self-défense, d'engagement, à s'imaginer qu'on a l'agresseur en face pour anticiper une situation de danger, ça n'existe pas. On ne le fait pas. Par contre, faire une technique un tsuki, un maegeri, faire une technique un geste de karaté avec une posture qui est basée sur leur respiration, sur leur engagement, sur l'efficacité, fait qu'elles travaillent ailleurs. On va chercher la valorisation, le faire et on va détourner cette approche, spécifique, qu'on retrouve en self-défense, alors quand il fait ça, il va arriver, de cette manière-là, tu réagis en faisant ça. Non, c'est un travail d'introspection. Je vais chercher ce que j'ai de négatif, ma colère par exemple, je vais m'en décharger au moment où je vais faire le kiai, pousser un cri, au moment où je vais mettre faire le geste de la technique de coup de poing, terme que nous n'employons pas d'ailleurs. C'est pour ça que on a un langage adapté. Il y a des gestes que nous ne faisons pas parce qu'on sait que ça peut ramener ça peut ramener des flashbacks, elles peuvent se retrouver faire des crises d'angoisse, ça peut les ramener à une situation. Donc, effectivement, l'approche, à laquelle on pourrait s'attendre sur, le karaté,
dans ce qui peut être, avec préjugés, être considéré comme violent, même globalement, même moi en tant qu'athlète, ça n'existe pas. Parce qu'on apprend plutôt à se maîtriser et à respecter son partenaire et à respecter son intégrité physique et psychologique. Sinon, il n'y a pas sport, sinon il n'y a pas règle, on n'en fait pas, je n'aurais jamais accepté de faire du haut niveau, moi, si c'était pas dans ces conditions-là, dans ce cadre-là. Donc je vais encore plus l'adapter, pour aussi enlever, les a priori, aux bénéficiaires et être sûr que, oui, il y a aussi à un moment donné, ce besoin de lâcher prise, d'en d'engager son énergie, à travers, un tsuki, à travers un hagiri. On fait aussi tout un travail de respiration sur des techniques de poussée, mais c'est vraiment, vraiment adapté. C'est presque ce que vous pourriez faire quand vous êtes débutant. C'est Ouais, important que vous le précisiez parce que vu de l'extérieur, on peut se poser la question, on peut s'interroger et en fait, ce que vous expliquez là, c'est qu'il y a une vraie modulation, il y a une vraie bien sûr, adaptation du sport, en l'occurrence là, le karaté, pour permettre à la survivante, à la bénéficiaire, comme vous dites, oui, d'extérioriser, d'exprimer, de s'exprimer par son corps. Mais on n'est pas bien évidemment dans une logique de combat, comme on pourrait se l'imaginer au 1er chef. et bien sûr qu'après on a eu des à la sortie de leur parcours de soins, elles ont envie de pratiquer, hein. Donc ça, c'est aussi positif parce ça leur a donné l'envie. On a même eu une patiente qui aujourd'hui est ceinture marron et qui est totalement épanouie, qui est très heureuse. Alors là où on est vigilant et c'est sur quoi on va travailler avec la fédération, c'est d'être sûr que, elles vont pouvoir, aller dans des clubs où on est dans un voilà, dans des passages de grade, où elles pourront faire un parcours, classique, dans un club de karaté ou mais d'être sûr que le sans stigmatiser, mais sans qu'elle soit stigmatisée dans ce club, mais que le club soit, au fait, Qu'il est de adapté, qu'il ait un fonctionnement exactement. adapté. Mmh. Mais adapté, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il y aura un cours spécifique, femmes victimes, mais qu'en tout cas, que ce soit un club familial, un club où on travaille dans la bonne humeur, où on est d'abord, un on est d'abord dans une pratique, où chacun s'épanouit et donc on travaille là-dessus. Parce qu'on a aussi malheureusement des enseignants prédateurs. Il y a un gros travail qui est fait d'ailleurs par le ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques pour permettre, à la fois de signaler des comportements anormaux de la part des enseignants, et c'est fondamental. C'est pas le contrat d'honorabilité, mais il y a aussi enfin voilà, il y a tout un dispositif et un processus pour être sûr que vous pouvez aller que les clubs sont sûrs. Bah, c'est aussi des lieux de prédation et en karaté comme dans d'autres disciplines et là aussi, il faut être vigilant sur la qualité, de l'enseignement. C'est un autre sujet, mais c'est aussi important quand on a des patientes qui vont mieux, d'être sûr qu'elles vont pas replonger en allant dans des clubs où elles se sentiront pas bien. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut vous aider? Quels sont les projets en cours? Quelle est votre actualité? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider Fight for Dignity, au-delà d'en parler bien évidemment et de faire savoir et de partager notre entretien pour, justement informer, un maximum de personnes? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous et de quoi vous avez besoin? Aujourd'hui, on est en plein développement, on est déjà on a un collectif de 13 enseignantes sur l'ensemble du territoire français plus, le Congo. On continue à travailler, à Panzi. On a la chance, enfin la chance, je ne sais pas, mais en fait, on travaille beaucoup, d'être soutenu par beaucoup de fondations d'entreprises notamment, je pense, à L'Oréal, on a la fondation Raja, la fondation Chanel. Mais vraiment, on est sur des montants, la Fondation de France qui était la première fondation à nous soutenir. Mais on est voilà, on voudrait, monter, au niveau de nos soutiens. On est reconnu, on travaille aussi en étroite collaboration avec le ministère des Sports, des Jeux olympiques, paralympiques et aussi le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité, de l'égalité des chances. C'est un peu long, mais c'est ce ministère-là. Bien, merci. De toute façon, je mettrai toutes les infos, dans le descriptif de l'épisode, le lien vers,
Fight for Dignity, le lien vers vos comptes sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et je conclurai Oui. notre entretien. J'ai pas fait beaucoup de citations, mais j'ai envie de rappeler cette phrase de Viktor Frankl que je cite très régulièrement, qui est rescapé des camps d'Auschwitz, Mmh. qui avait cette phrase qui disait: ça va mal dans le monde, mais cela ira encore plus mal à moins que chacun de nous ne fasse de son mieux. Et je pense que c'est vraiment l'esprit Oui, de ce qu'on s'est dit aujourd'hui et de ce qu'on vient d'évoquer là au cours des dernières minutes. Il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de spectateurs, faut qu'il y ait que des acteurs. Donc voilà, faites savoir, faites circuler l'info, impliquez-vous si vous le souhaitez, si vous en avez la possibilité. Mais voilà, c'est à chacun d'entre nous de faire un petit peu. Merci beaucoup Laurence ouais, merci à vous Nicolas. Merci beaucoup. et à très bientôt. Oui, à bientôt, merci.